Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans des conditions un peu particulières, mais finalement, c'est ce que je disais dans le mail d'invitation, c'est assez propice les webinaires et les webconférences à la poursuite des échanges et des réflexions en temps de crise et de confinement. Donc voilà, merci à tous. On est réunis aujourd'hui pour une heure afin de découvrir et de discuter ensemble, par écrit principalement, à l'initiative qui va nous être présentée par Gilles Béraud, qui est délégué général de la Fondation des Transitions, et qui est une initiative qui a été lancée en 2019 et qui se poursuit cette année, qui s'appelle Stop Exclusion énergétique. L'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir cette initiative, de comprendre d'où elle vient, c'est quoi la Fondation des Transitions, pourquoi elle s'est intéressée à ce sujet-là, en quoi ça consiste cette initiative, et puis in fine, comment chacun d'entre vous peut, si jamais il le souhaite, si jamais il en a les ressources, participer à son échelle à faire monter le sujet de la précarité énergétique au travers de cette initiative. Voilà, donc le webinaire est organisé comme d'habitude en deux temps. Une première partie pendant laquelle Gilles va nous présenter l'initiative, va dérouler son PowerPoint, et pendant laquelle vous êtes également invités à poser toutes vos questions via l'onglet de conversation qui est en dessous la présentation PowerPoint. Gilles a reçu comme consigne de ne pas trop les regarder, et Claire Bally, qui est aussi connectée, qui coanime le réseau Rappel avec moi, et moi-même, on retranscrira à l'oral, à la fin de la présentation, les différentes questions que vous aurez posées et postées. L'idée étant que le temps de questions-réponses dure également une demi-heure, et donc ça nous fera une heure en tout, ce qui est la durée idéale pour ce genre de téléconférence. Voilà, donc je ne reste pas plus longtemps en ligne, je vais laisser tout de suite la parole à Gilles pour qu'il nous déroule sa présentation. Voilà. Et je vous dis à tout à l'heure, bonne présentation à toutes et tous. Gilles. Merci beaucoup. Je vais profiter pour enlever le casque, histoire d'avoir les oreilles plus fraîches. Donc là, en général, ce qu'il y a le grand moment de solitude des webinars, parce que autant je crois qu'on a tous l'habitude de parler en public, ne pas avoir de rencontres physiques et être justement dans ces logiques de télétravail, de téléprésence, c'est évidemment plus difficile que quand on est dans une approche un peu plus émotionnelle avec les gens, ce qui est le cas quand on parle, quand on est dans des salles. Me présenter évidemment en quelques mots. Moi, je viens du social, j'étais engagé assez tôt dans des questions sociales, mais j'étais très présent sur des questions de développement durable et d'écologie en général, parce que j'ai présidé le comité 21 il y a encore pas si longtemps, j'ai fait deux mandats et j'avais présidé cette exposition au Grand Palais pendant la COP 21, mais je suis très très engagé dans le monde associatif et justement la Fondation des Transitions est issue d'une association qui s'appelait ACID et qui est devenue une fondation abritée par FAS. Je crois qu'il y a des représentants de FAS théoriquement en ligne. Enfin, j'ai vu d'ailleurs qu'ils étaient là, je les salue. Voilà, donc la question, c'est celle de comment tisser des liens, comment trouver des nouvelles générations, nouvelles narrations, pardon, et surtout comment faire pour qu'on change d'échelle. Moi, ce qui m'a marqué depuis des années dans tous mes travaux, c'est qu'on a beaucoup cherché les bonnes pratiques. Maintenant, la question, c'est comment agir à l'échelle, et notamment sur ce sujet de la précarité énergétique, où effectivement, déjà, c'est un enjeu majeur de la société, et ce qui se passe en ce moment ne peut faire que renforcer les difficultés de ceux qui sont déjà en précarité, et malheureusement faire que de plus en plus de personnes y soient. Je crois qu'on va avoir encore plus de travail dans les mois qui viennent. Euh, donc, nous, la logique de la Fondation des Transitions, c'est de travailler sur ce changement d'échelle. On est dans une approche assez positive des choses. On avait sorti un livre, Un autre monde est possible, Lost in Transition, justement pour affirmer qu'il y avait des alternatives à la collapsologie. Moi, je suis un peu méfiant quand on parle de collapsologie. Alors, juste pour commencer, quelques éléments d'analyse sur lesquels on appuie tous nos travaux. D'abord, une bascule d'un changement de paradigme où moi qui suis plus âgé qu'une partie d'entre vous, mais pas tous, ce que j'ai appris, c'est que les ressources étaient super abondants, que le pétrole c'était formidable, tout ça je l'ai appris à l'école. Aujourd'hui, ce qu'on apprend à mes enfants, c'est au contraire que le talent, c'est la gestion de la rareté. Alors c'est une vraie réalité, je pense que tout le monde l'a compris. Maintenant, il ne faut pas oublier que chacun d'entre nous, on est dans des logiques d'action, de mobilisation qui sont liées évidemment à comment on a été formé, qu'est-ce qu'on a appris,
Cette bascule complète en quelques années est un sujet évidemment majeur, je crois, pour beaucoup de monde, d'autant que tout ça s'accélère et que quand il a fallu 3000 ans pour transformer complètement le mode de vie de l'humanité à partir de l'invention de l'écriture, il a fallu quelques centaines d'années quand on a inventé l'imprimerie et qu'Internet a moins de 30 ans. Les smartphones que vous avez peut-être tout près de vous en ce moment ont moins de 12 ans, parce que ça c'est l'âge de l'iPhone, ça a 12 ans. Avant ça s'appelait des BlackBerry, ça avait des claviers et on n'avait pas Internet tout le temps avec nous. L'autre élément important qu'il faut croiser, c'est évidemment celui des questions climatiques. Je pense que vous connaissez ça très 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 bien. Ce qui est important, c'est que depuis la COP 21 2015, le sujet maintenant est compris, je crois, par beaucoup de monde. La question, c'est comment agir. Est-ce qu'on agit à l'échelle ou pas? Évidemment, ça c'est même pas le sujet aujourd'hui. Mais c'est des éléments de contexte, et notamment parce qu'on se rend compte que les dérèglements climatiques augmentent par exemple les allergies. On a fait un travail spécifique là-dessus en 2015, et que c'est ceux qui sont déjà le plus en difficulté qui souffrent le premier des dérèglements climatiques. Et notamment en ce moment, on n'en parle pas, mais il y a toujours des bateaux avec des réfugiés en Méditerranée, il y a toujours des risques de tempête, il y a toujours tout un ensemble de difficultés. Et que quand on voit les publications d'Air Paris et autres qui nous expliquent que la qualité de l'air extérieur s'améliore du fait du confinement, c'est souvent exactement le contraire à l'intérieur des logements, puisque les gens y passent plus de temps parce que, enfin, tout ça, vous connaissez ça par cœur, mais je voulais rappeler ces quelques principes qui vont me permettre de vous expliquer pourquoi on essaye d'avancer sur ces sujets. Un autre élément de transformation important, c'est celui de l'espace, de la relation à l'espace. Le monde virtuel est arrivé, mais le monde virtuel, c'est un vocabulaire de gens je dirais, âgés. La réalité, c'est que pour des jeunes aujourd'hui, il n'y a pas de monde virtuel, il y a un seul monde. Et juste pour vous citer une petite anecdote très personnelle, mon fils, il y a quelques années, me dit: Ah, papa, je me suis fait un nouveau copain. Il avait 15-16 ans à l'époque, je crois. On aime les mêmes jeux, etc. Et je lui dis: mais il fait quoi? Il me dit: il est élève ingénieur. Et puis je lui dis: il s'appelle comment? Et la troisième question, c'est: mais il habite où? Et mon fils me dit: mais tu sais, moi ça m'intéresse pas, pourquoi tu me poses la question? Et cette bascule-là, c'est un peu excessif, démontre qu'il y a vraiment une relation au territoire qui est en train de basculer complètement et que méritera d'approfondir ce qui est en train de se passer autour évidemment du travail à domicile. Donc ça veut dire aussi que se posent des questions de confiance, de valeur, de bienveillance. On en parle beaucoup en ce moment, ça fait partie de nos sujets sur lesquels on travaille de façon très transversale. On avait publié ce livre Nouveaux mythes, nouveaux imaginaires pour un monde durable il y a maintenant quelques années. Il est sorti en 2015 d'ailleurs. Je crois qu'on parle beaucoup de récits aujourd'hui. Si on veut changer d'échelle, bien évidemment, ça veut dire qu'on est capable de s'intégrer, de s'impliquer chacun dans des récits. Ça veut dire aussi que le langage de l'émotion compte. Pour moi, ça fait partie de mes approches, mes engagements écologiques. Je suis breton, j'ai fait du bateau. Cette photo de l'oiseau mazouté à la Beurvrac m'a profondément bousculé. C'est depuis ce jour que j'ai envie de croiser les questions sociales et environnementales, et notamment, encore une fois, parce que tout problème environnemental pèse d'autant plus sur le social. On a fait la bêtise pendant très longtemps d'opposer les choses. Depuis quelques mois, quelques années, notamment grâce aux ODD, aux objectifs de développement durable, on comprend que tout ça, c'est la même chose, mais de là à l'intégrer totalement et être capable de parler de science et d'émotion en même temps. Mais en tout cas, si on veut embarquer rapidement et agir à l'échelle, la dimension émotionnelle est absolument majeure. Je vois une vraie question aussi sur la collapsologie. C'est pour ça que nous, on est volontairement dans une approche optimiste, même si beaucoup de signaux sont extrêmement inquiétants. Notre conviction en tant que fondation des transitions, c'est que on n'arrivera à rien si on n'est pas capable d'être dans une approche optimiste. Ça renvoie évidemment à les questions de narration, dystopie, utopie, etc. Mais je crois que chaque fois qu'on a des discours trop d'effondrement, de collapsologie, ben, le résultat, c'est que les gens s'enferment. Vous savez,
cette image chinoise des trois petits singes qui se cachent les yeux, les oreilles, etc. J'ai fait beaucoup de communication dans ma vie. Chaque fois qu'on est trop violent dans la communication, on se rend compte que les gens se ferment et ne sont pas en train de construire. Donc, conviction, c'est vraiment que c'est par la contribution, la participation de chacun d'entre nous qu'on peut amener à une vraie puissance d'agir. Et pour cela, nous, la grille d'analyse, c'est le développement durable. Je ne vais pas vous faire les 17 objets ODD. Ce qui est important, c'est qu'il y a le 17e ODD, ça veut dire qu'il faut être dans une logique transversale, dans une logique de recherche d'alliance. Donc, nous, on est une fondation. Donc, notre objectif, c'est effectivement de favoriser le passage à l'acte au croisement du social et du développement durable par l'élaboration de scénarios dans lesquels chacun peut s'inscrire et de façon très transversale et c'est extrêmement ambitieuse. On a la particularité d'avoir à la fois des entreprises membres, des organisations académiques comme la Sorbonne ou l'Institut Mines Télécom, des territoires comme Lille, Bordeaux, etc., des think tanks. Enfin, voilà, on essaye d'associer le maximum de partenaires. Euh, Dans cette dimension-là, il y a évidemment les aspects de communication, de rencontres. Alors évidemment, en ce moment, parler de rencontres, c'est un peu particulier. Heureusement que ça ne va pas durer. Autant je suis pour le télétravail, tout ce qui est dispositif à distance, mais il faut que ce soit, pour que ça marche, il faut que ce soit non subi, et on est tous en train de le subir. Il faut que ce soit limité dans le temps, pas plus de 2-3 jours par semaine, évidemment. On ne respecte pas tout ça en ce moment. Donc on a des conférences, on organise beaucoup avec la Sorbonne. On a aussi des temps de travail en commun, ce qu'on appelle des labs, qui sont des ateliers thématiques. On a une université d'été tous les ans. Les sujets sur lesquels on travaille de façon très transversale, c'est tout ce qui est technologie numérique, les questions de mobilité. On a un atelier sur la génération gaming, ces jeunes de moins de 20 ans, les questions de santé et effectivement ce sujet de précarité énergétique qui a émergé il y a maintenant à peu près 2 ans, mais de façon très transversale. Et on a eu l'idée de pousser le sujet en se disant qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'idéal pour que on avance solidement sur ce sujet. Euh, la réponse qui nous a semblé évidente, c'est qu'il faudrait être capable dans ce pays, où on a 12 millions de personnes en difficulté, sortir 1 million de personnes par an. Voilà, donc on est parti non pas de ce qu'on pouvait faire ensemble, mais comment avancer. On a appliqué, pardon pour la déformation, j'ai une image un peu bizarre là, euh, à partir de ce qu'est notre référentiel commun, qui sont les objectifs de développement durable. Et à partir de là, on a défini une méthodologie pour pouvoir agir à l'échelle, évidemment sans prendre la place de personne, mais apporter, à partir de notre expertise, un accélérateur, une aide, un accompagnement, tout ce qui peut faciliter les choses face à une problématique très complexe. On s'appuie dans notre logique de changement d'échelle sur une volonté d'encourager des transitions. Une transition, pour qu'elle soit intéressante, il faut qu'elle soit utile, évidemment, qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit agréable, inclusive et qu'elle intègre des notions de communication. On est dans un monde de communication et on croit qu'il faut absolument communiquer, impliquer, partager. Et de toute façon, le travail en commun se fonde sur des approches communicantes. On considère qu'il y a 5 clés qu'on doit amener, non pas de façon hiérarchique, mais en parallèle, si on veut réussir les transitions. Et c'est la méthodologie qu'on a appliquée pour élaborer le projet que je vais vous définir juste après. Le premier, c'est toujours de chercher à renforcer les capacités. On a beaucoup de mal à se projeter et donc on a besoin non pas seulement de former, mais bien de renforcer les capacités des gens, mais aussi d'attirer des talents. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses. Je pense par exemple à des start-upers. On parle de société aujourd'hui, d'entreprises à impact, de la loi Pacte et tout ça. On pourra y revenir. Aujourd'hui, il faut absolument être capable d'attirer des gens qui ont des talents et qui peuvent nous être utiles. La deuxième logique, c'est d'accepter qu'il y a une partie technologique des choses, et en plus, ça permet souvent de mobiliser les jeunes. Maintenant, avec toutes les contraintes de maîtrise des impacts environnementaux, sociaux, etc. Le troisième point, c'est l'acceptabilité. Trop souvent, quand on pense qu'il faut arriver à un type de scénario,
On considère que parce que c'est bien, bah, les gens vont le faire. Bah, c'est pas vrai. Il y a des résistances de partout. Le changement de comportement, c'est quelque chose d'infiniment complexe. On y travaille beaucoup avec l'ADEME sur les questions écologiques. Et si on ne met pas toute sa place à ces dimensions-là, on peut faire des grands projets qui n'ont pas d'efficacité. Le quatrième point, c'est la réinvention du financement et des modèles économiques. Ça semble évident à tout le monde, mais il y a beaucoup de créativité à apporter aussi sur ces sujets. Et le cinquième point, pardon, c'est les temporalités, la synchronicité. Quand on mène une transformation quelle qu'elle soit, bah, on ne peut pas considérer que tout le monde change en même temps. Je vous disais tout à l'heure qu'on a tous eu des éducations différentes, on cohabite, il y a des cohabitations générationnelles. Quand on a 17 ans aujourd'hui, on n'est pas du tout sur la même logique de temporalité quand on est un peu plus vieux et que c'est vraiment nécessaire en permanence de garder dans la tête ces dimensions-là. Donc, tout ça s'appuie aussi sur une notion de transformation des territoires qui est en train de se faire. Ce sera le thème de notre prochaine université d'été qui aura lieu à Bordeaux au mois de septembre. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur les territoires de vie, c'est-à-dire les territoires où on va travailler, se soigner, éduquer, avoir des activités de loisirs sociales, religieuses et autres. On avait un peu laissé tomber la maison en termes de stratégie publique. Il y a une interface aujourd'hui qui est en train de se transformer. Je ne sais pas ce qui sortira de cette période de confinement, mais il y a vraiment besoin de réharmoniser tout ça, sans oublier qu'effectivement, il y a globalement un territoire numérique au-dessus de tout ça, et aussi une dimension qui peut être plus spirituelle, vie intérieure, la relation au corps, au care, etc. C'est aussi des vastes sujets, c'est pas notre objet aujourd'hui, mais c'est important de l'intégrer chaque fois qu'on travaille sur une transition, chaque fois qu'on considère qu'il y a une notion de progrès qui peut se mettre en œuvre. Donc j'en viens à notre projet Stop à l'exclusion énergétique. On a développé ce projet donc au mois de juin-juillet 2019. Notre idée, c'était de faire un point, de réfléchir, et il s'avère que ce projet a pris plus d'ampleur qu'on l'imaginait au départ. Comme on fait très souvent, on a organisé une conférence pour faire un peu un état de l'art, voir qui avait envie de raconter quoi, qu'est-ce qui se passe d'intéressant, qu'est-ce qui, a priori, a l'air d'être des ressorts d'action à grande échelle. Et avec Convergence, avec qui on est assez lié, je fais partie du board des forums Convergence et de l'association Acted, on a organisé une plénière tout simplement dans le forum le 5 septembre l'année dernière, avec des gens qui sont autour de la table aujourd'hui, notre grande table nationale. Et donc, il y a eu 200 personnes. Le fait d'une envie de collaboration a été affirmé assez fortement entre des acteurs de la solidarité. Il y avait notamment EcoHabitat, je crois que Franck s'est inscrit aujourd'hui, Franck Billot. Mais enfin, il y avait pas mal d'acteurs. Donc, tout ça nous a amené à décider de monter vraiment un collectif. Donc, ce collectif avait pour objet d'élaborer un scénario qui est quel scénario pour sortir 1 million de personnes par an de la précarité énergétique. Alors tout ça est très ambitieux. On a sorti un document qui est à vos dispositions sur le site stopexclusionenergétique.org. Je peux vous le mettre à disposition aussi évidemment en direct. Et on a identifié 10 premières cibles qui concernent la partie habitat de façon assez classique, en se disant où sont les moteurs, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut collaborer. Donc, il y en a de différentes catégories. On va les approfondir là dans les prochains mois, j'y reviendrai après. Euh, mais pour cela, on a réuni donc tous ces gens que vous avez les logos. Alors vous voyez qu'il y a des organisations très très différentes. Ça va aussi bien, pardon, il y a aussi un petit problème de visuel. Des gens comme Dorémy, Ecohabitat, Rénovons, Amor, GRS, etc. Des associations d'élus comme l'AMF, l'association des directeurs généraux de collectivités, des opérateurs délégataires, la Fondation Schneider. Bon voilà, le plan bâtiment durable, Philippe Pelletier soutient beaucoup cette initiative, et des universitaires comme Hope. Enfin voilà, je ne vais pas tous les citer, mais l'idée, c'est de vraiment réfléchir à quelle collaboration on peut avoir, comment on peut échanger, comment ce que font chacun peut se mettre au service d'autres, comment aussi on peut monter des projets ambitieux et être ensemble des interlocuteurs qui pesons un peu plus vis-à-vis des collectivités locales. Donc le discours, il est simple, je viens de vous le présenter en quelques mots, vous le connaissez par cœur. Donc notre objectif, c'est de voir qu'est-ce qui peut aider à changer d'échelle.
vous avez sur ce slide des petites images. C'est un clip qu'on a produit en mécénat de compétences avec une agence spécialisée de youtubeurs, etc., qui a bien fonctionné, qui est un clip de sensibilisation dont vous pouvez aussi évidemment que vous pouvez utiliser si ça vous est utile. Enfin, on peut vous l'envoyer en tant que fichier. Enfin, vraiment, n'hésitez pas. Ça fait 50 secondes et ça permet de sensibiliser assez bien les gens. Euh, je voulais aussi insister, on a mis sur le mot exclusion énergétique, qui nous semblait plus fort que le mot précarité énergétique. La question, évidemment, c'est comment travailler ensemble, quel mot peut être fédérateur par rapport à tout le monde. Alors, comment on a travaillé? Donc, j'ai commencé à vous le dire juste avant. Donc, la constitution d'un collectif ouvert et engagé, quand je dis qu'il est ouvert, c'est qu'il y a des gens qui arrivent en permanence, d'autres qui décident d'être moins présents. Enfin, chacun vit sa vie dans cette affaire. On a eu donc le premier événement le 5 septembre, on a publié le document, on l'a présenté le 18 décembre en pleine grève, on avait beaucoup hésité. Finalement, il y avait plus de 200 personnes aussi à la théâtre, la scène parisienne, qui nous avait été prêtée pour l'occasion. On a pu débattre, présenter, faire des vidéos, faire avancer tout ça. Ensuite, on a publié, on a diffusé le scénario. Il a été remis à l'ensemble des députés français dans leur boîte aux lettres de l'Assemblée nationale. On a monté, suite à ça, un forum parlementaire et qui fait que, qui a eu lieu le 22 janvier, je crois. Il y avait une quinzaine de députés. Et suite à ça, 50 députés ont signé. Notre idée, c'était d'essayer d'en faire la grande cause nationale. On n'a pas réussi pour cette année. Vous imaginez que le contexte est assez difficile. Matignon nous a proposé le haut patronage du Premier ministre sur le sujet. Donc c'est plutôt intéressant, ça va nous aider pour la suite. Bon, évidemment, la grande cause nous a ouvert des médias, mais bon, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là-dessus. On pourra redéposer un dossier l'année prochaine. Cette année, tout est bloqué, évidemment, dans le contexte actuel. Donc, par rapport à ça, l'idée d'une campagne de communication, on y travaille aussi. On a quelques compétences sur le sujet. Et maintenant, il s'agit d'approfondir le travail. Donc, sur le scénario qui a été fait, il y a déjà un petit groupe d'organisations qui travaillent sur l'axe 2. Donc, ce métier des ensembliers solidaires. On n'est pas convaincu du terme ensemblier solidaire, mais ça nous semble quand même intéressant de travailler là-dessus. On a envie de déposer une demande de financement pour lancer une expérimentation, ce qui nous permettrait d'avoir des personnes qui sont formées, qui sont présentes dans les différentes organisations, qui sont déjà sur le terrain. L'idée, évidemment, c'est pas de créer des nouvelles organisations, mais de soutenir ceux qui font déjà. Donc là, il y a déjà un groupe sur l'axe 2. On va bientôt lancer des groupes de travail sur les 9 autres axes. Et en complément, puisqu'il y a aussi des questions de mobilité qui se posent, nous, notre lab habituel de notre think tank qui s'appelle Sur la mobilité va axer ses travaux sur la précarité énergétique et voir qu'est-ce qu'il y a comme solution qui existe en France. Il y en a, il y a la métropole de Lille, la région Aura notamment, qui ont déjà travaillé là-dessus. Donc pour identifier des propositions, 5 propositions sur la mobilité qui viennent compléter le scénario sur la construction, la rénovation, et un autre groupe de travail sur la santé, bon, c'est un enjeu important. On a quelques chiffres, notamment, je crois que vous connaissez tous cette étude qui dit qu'il y a 930 millions de coûts directs pour la santé du mal logement en France. C'est une étude de 2016 et 20 milliards de dimensions indirectes. Mais on a envie de travailler là-dessus. Puis vraiment, les questions de qualité de l'air, on s'est rapproché de pas mal d'organisations qui s'appellent les respirations, enfin, pas mal d'acteurs sur le sujet vraiment spécifique qualité de l'air intérieur. Et on va aussi mener des labs spécifiques à des corps de métier parce que on a notamment la Fédération des services à la personne qui a beaucoup de précaires parmi ses membres et qui va beaucoup tous les jours chez des précaires, qui peut aider à l'identification. Mais aussi, on a rencontré Audience, qui est la caisse de sécu, retraite, etc., des métiers du spectacle. Il s'avère que moi, j'ai été moi-même comédien une partie de ma vie, et donc adhérent de cette caisse, et il y a beaucoup de précaires, et donc on est en train de réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas des solutions à inventer, des modes d'accompagnement à inventer spécifiques sur ces précaires.
Voilà. Et maintenant, l'idée, à partir de la finalisation de ce scénario, les faisabilités, les demandes de moyens, etc., mettre en route notre capacité à mobiliser des gens, à faire savoir, à faire connaître. Donc ce scénario tel qu'il existe, qui va être complété, notamment avec cette idée des ensembliers solidaires dont je vous parlais juste avant, la mobilité, mais aussi le fait de promouvoir des initiatives intéressantes qui ne sont pas assez connues. Donc on a proposé à quelques partenaires de monter des trophées. Donc l'idée, c'est pas de faire un concours, mais plutôt de voir qu'est-ce qui est duplicable, qu'est-ce qui a été inventé dans vos différentes organisations et qui peut nous permettre d'être mis en valeur. Alors, les trophées devaient être présentés, lancés début avril lors d'un événement qu'organise la Banque publique d'investissement, la BPI. Bon, il s'avère évidemment que cet événement est reporté, donc on va faire tout le lancement en ligne. On va proposer à ceux qui veulent de nous aider à regrouper les meilleures propositions. Donc en gros, l'idée, dans une dizaine de territoires en France, on met le mot territoire parce que ça peut être des régions, des départements, des métropoles, mais de regrouper quelques acteurs qui peut nous aider à chaque fois à identifier 10 personnes. Nous, ensuite, on organise un événement local qui permet de les faire pitcher, de les mettre en valeur. Et les 3 meilleurs par territoire pourront présenter leur projet devant un jury qui sera organisé le 30 septembre à l'hôtel de Roquelaure. La ministre nous a promis d'être là. Et ensuite, les meilleurs seront, enfin, tous les reçus seront reçus ensuite à l'Assemblée nationale pour présenter aussi leur projet à des députés. Et ensuite, porter tout ça, enfin, les meilleurs dans un très très gros événement. Là, c'est vraiment de la com, puisqu'il y a un grand événement de l'innovation en France qui est organisé par la BPI à Bercy, l'hôtel Arena, Accor Hôtel Arena. Et là, c'est un énorme show. Ils ont accepté de mettre la précarité énergétique comme un de leurs thèmes principaux et de faire que la remise des prix ait lieu dans ce cadre-là. Alors, c'est vraiment de la com. Je pense que c'est important. On a besoin à la fois de mobiliser les pouvoirs publics, les entreprises, tous les acteurs. Et je pense que là, on a un dispositif qui marche bien. Tout ça a du sens si effectivement on peut, avec le rappel, mais aussi d'autres organisations présentes comme l'ADEME, comme les délégations régionales de gens avec qui on travaille, comme la Banque publique d'investissement, avec la CAPEB qui est en train de nous rejoindre, voilà, d'identifier des initiatives, qu'elles soient publiques ou privées, que si elles sont privées, qu'elles soient ESS ou entreprises, mais en tout cas voir où il y a des projets qui méritent d'être aidés, accompagnés et où il y a des projets inspirants. Et rassure-toi Marie, j'ai fini, je suis dans les temps, je reprends hein, mon casque. Je voulais vous dire aussi qu'on avait un projet de communication avec un festival qui s'appelle We Love Green, mais We Love Green risque d'être reporté. Mais on travaille aussi à impliquer des artistes. Voilà, peut-être même qu'il y aura un concert de soutien à la précarité énergétique avec des artistes en ligne dans les prochaines semaines. Enfin, après, bon, bah, ça, c'est pas mon job, mais on a des amis producteurs qui sont prêts à nous donner des coups de main pour que tout ce travail qui est fait partout de façon très quotidienne puisse réellement changer d'échelle et être valorisé. Je crois que aujourd'hui, on est tous centrés sur le médical et c'est très bien. On a besoin de ça, mais on a aussi besoin que les précaires vivent dans des conditions meilleures, les meilleures possibles. Et encore une fois, quand on parle souvent du coût de l'énergie, mais la question du confort, la question de la santé, et aujourd'hui, c'est comment faire, et encore, on est au mois de mars, on n'est pas au mois de janvier, mais comment faire école à ses enfants quand on est bloqué à la maison, comment télétravailler dans de l'habitat souvent indigne, c'est évidemment extrêmement compliqué et c'est aussi pour ça qu'au-delà de ma responsabilité, de C'est mon clair. métier de Je délégué vais général de la Fondation des Transitions, démarrer ma j'ai caméra. envie Merci beaucoup, j'ai une Gilles. implication personnelle assez Donc, importante. on va passer maintenant aux questions. Voilà, donc je ne sais pas si c'est D'abord, il y avait, Marie ou Claire qui on se reprend la main. demandait,
est-ce que vous avez des financements particuliers pour votre initiative? Voilà, comment ça fonctionne? Alors, nous, alors, pour l'instant, on vit sur les financements habituels de la Fondation des transitions. On n'a pas de financement public. On a quelques financements de collectivités locales ou de l'ADEME quand on organise certains colloques, événements, etc. Mais sur l'opération, on n'a pas de financement public. Mais il y a quelques entreprises ou de leurs fondations. D'ailleurs, c'est plutôt des fondations comme il y a GRDF, Banque des Territoires, il y a la Fondation Schneider. Euh, la- pour l'instant, on n'a pas des coûts importants. On fait ça dans le cadre de nos activités globales, même si mon conseil d'administration a fait le choix de prioriser totalement ce projet parce que, au-delà de l'intérêt direct, il nous intéresse en termes d'analyse sur D'accord. comment changer d'échelle sur des enjeux comme ça Ok. sociétaux. Et après, on a quelques dons Alors, privés, justement, il y quelques dons de avait des questions collectivités, autour mais de la bon, manière pour dont vous les acteurs situer, peuvent se saisir le de cette budget de notre initiative, et organisation, ça doit être, notamment dans c'est moins de le 200 000 euros contexte par an. des élections locales. Donc, on n'a pas trop de Voilà, quelles problèmes de sont les financement. actions qui sont possibles, comment on peut se saisir des initiatives et est-ce qu'il y a des actions particulières à mener? Bah, alors, la première, il y en a, moi j'en vois deux à ce niveau-là. D'abord, la première, c'est tout ce qui est produit comme document, comme visuel, etc. C'est à disposition de tout le monde, quoi. Évidemment, on peut vous les envoyer, c'est des outils de com voilà, tout évidemment partagé, etc. Chacun peut se l'approprier comme il veut. Après, nous, on cherche des gens capables de relire les propositions qui ont été sorties par la quarantaine d'organisations qui ont travaillé pour l'instant, mais qui sont très sommaires, c'est quelques lignes à chaque fois. Et s'il y a des gens qui sont prêts à y passer quelques heures pour nous aider sur la faisabilité, sur tous les contenus. Et ensuite, il y a ces comités régionaux, ces territoires où on va pouvoir organiser des petits événements de promotion un peu partout en France. Où là, si certains souhaitent être dans ce comité local, régional, je ne sais pas l'échelle territoriale exactement qui va être définie, ça dépendra des endroits. Évidemment, c'est très intéressant. Ce ne sera pas des réunions physiques, c'est pas chronophage, c'est une réunion ou deux en ligne, Ok. et ensuite Donc concrètement, ça vous veut dire qu'on vous proposer des choses envoie intéressantes que vous faites sur votre ou que mail vous voyez autour de vous, quoi, qui pourront être. L'idée, l'initiative. c'est d'avoir vraiment d'identifier des approches inspirantes qui permettent de changer d'échelle, quoi. Oui, c'est ça. Moi, mon mail, mais alors, surtout là, moi, je suis complètement comme certains d'entre vous bloqué chez moi. Alors, par des questions de hasard, on habite à moins de 10 km avec Claire dans notre campagne provençale, mais on n'a pas trop le droit de se voir. Donc, moi, je suis assez disponible sur le projet. J'ai vraiment l'intention de le faire avancer sur les prochaines semaines. Moi, mon mail, c'est gilles.bero@gmail.com. N'hésitez pas à m'envoyer un mail Ok. Et directement. du coup, Ensuite, par rapport au trophée, éventuellement, je c'est renvoie quoi les sur quelqu'un de modalités l'équipe d'inscription qui suit le projet, mais vous à l'avez, cette initiative? Il y avait voilà, aussi une c'est question affiché sur sur le est-ce qu'un slide. département peut N'hésitez s'inscrire au pas à trophée? me Voilà, comment contacter. ça se passe? Oui, bien sûr. Alors, il y a deux façons de participer. C'est soit être la structure qui organise localement une des réunions territoriales. Et donc, ce qu'on demande, alors là, ce sera plutôt soit métropole, soit région, soit département, je pense. Donc là, ce qu'on demande juste, c'est d'avoir une salle pour, je sais pas, 80 personnes
et être capable de fournir un café pour qu'il y ait un bon networking après. Et après, pour participer, c'est très simple, c'est gratuit, c'est tout. Il suffit d'écrire. On est en train de mettre en place le site internet, il sera en place en fin de semaine prochaine, avec un formulaire d'inscription. Il y a évidemment aucun coût, enfin voilà, c'est pas des questions financières. Il suffit de remplir avec un certain nombre de critères qui sont liés à la fois au côté innovant, parce que c'est aussi ça qui nous nourrit, mais surtout utilisable par d'autres, quoi. Si Ok. c'est quelque chose de Il y avait une totalement question sur spécifique est-ce que qui tu a peux marché préciser ce que parce tu qu'il y entends avait par une concordance ensemblier de personnes, solidaire? etc. Bon, voilà, c'est pas le plus intéressant pour nous, quoi. Alors attends, je vais revenir. Ensemblier solidaire. Donc, ce qu'on, notamment en travaillant avec, euh, voilà, hop, j'y suis, avec dans le groupe de travail qui est animé par Bernard Saincy, il y a EcoHabitat, il y a Dorémy, il y a Gérès qui est impliqué, enfin, qui est impliqué. On a discuté aussi avec les compagnons bâtisseurs. J'espère que d'autres vont nous rejoindre. Il y a aussi la Fondation Schneider. Donc l'idée, c'est de se dire comment faire pour que on puisse avoir une continuité d'accompagnement des précaires, Ouais. de l'identification. Donc ça ne veut pas dire forcément faire l'identification, mais plutôt s'appuyer évidemment sur différents réseaux ou acteurs de la solidarité. Je pense que oui, je sais qu'il y avait l'Abbé Pierre, il y a Marion, je crois, qui est en ligne de la Fondation Abbé Pierre, mais évidemment les secours, secours populaires, secours catholiques, les CCAS, etc. Donc à partir de l'identification d'un précaire, être capable de rentrer chez les gens, d'analyser les besoins, de définir les travaux, de créer l'alliance de fournisseurs, de gérer éventuellement, d'accompagner les déménagements, jusqu'à le constat que l'impact est suffisant en termes de bouquet de travaux, évidemment avec toute l'ingénierie financière. Et donc, on manque de ces personnes-là. Il y en a dans plein d'organisations, notamment celles qui sont là aujourd'hui. Mais l'idée du groupe de travail, c'est comment faire pour que ça devienne vraiment un métier avec les formations, avec les boîtes à outils, tout ce qui peut faire pour que les gens qui font ce travail-là puissent réellement être suffisamment nombreux à l'échelle de ce qu'on veut faire et pas seulement d'une façon, enfin, comme, je ne sais pas si Franck Bio est là parce qu'il est impliqué dans ce groupe-là et peut-être qu'il peut en dire quelques mots s'il est là. Mais l'idée, c'est vraiment de définir ce métier et de trouver là notre objet. C'est, on va faire une note qu'on partagera à tous ceux qui veulent très bientôt. La note sera prête mercredi ou jeudi la semaine prochaine. D'en débattre et ensuite d'essayer de trouver des financements pour faire un test et en mettant à disposition dans différentes organisations des compétences de ce type pour voir comment former les gens et surtout faire qu'ils travaillent mieux parce que c'est quand même un champ de compétences extrêmement compliqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'on considère qu'il faut plutôt des duos plutôt que des individus, avec quelqu'un plutôt sur la question accompagnement social, une autre personne plutôt technique. Et c'est important cette notion de duo aussi parce que la vie est ce qu'elle est et on peut Ok. changer de Alors, il y métier, a on peut plusieurs tomber malade, questions etc. concernant Et comme c'est un duo, ça l'élaboration de permet de ce faire un vrai scénario filage et global notamment la manière d'accompagnement dont des vous gens, l'avez notamment élaboré. sur les en Il y a précaire, Muriel où on Olivero sait du combien c'est Conseil compliqué de les départemental convaincre, de les 86 accompagner, qui demande etc. si vous êtes inspiré notamment du livret rédigé par le plan bâtiment durable qui recensait les dispositifs complémentaires au dispositif Habiter mieux. Alors, on a effectivement regardé ce qui existait, hein. Il y a des choses à l'ONPE, il y a des choses, il y a quand même les recommandations du rappel aussi, qui ont été publiées il n'y a pas très longtemps, qui sont très riches. Il y a le plan bâtiment durable, et il y a une bonne production. Il y en a dans pas mal de départements, notamment ce que fait le 92 avec sa coordination à l'échelle du département, qui est intéressante. Mais alors, comment on a travaillé? On a réuni ceux qui le souhaitaient parmi la quarantaine d'organisations dont vous avez vu les logos tout à l'heure.
On a fait des petits groupes de travail, on a identifié autour de grands thèmes, de grands axes, mais c'est un point de départ. Maintenant, il y a un vrai travail Mm. d'approfondissement où on doit effectivement aller chercher ce qu'il y a de bien dans les différents domaines et voir comment toutes ces propositions peuvent s'inscrire en complémentarité. L'idée, c'est pas de réinventer des choses. Je Mm. pense que D'accord. on a suffisamment On il se y a une demandait aussi richesse énorme. Peut-être concrètement c'est aider à qu'est-ce la faire que connaître ça à va d'autres acteurs que les apporter, qu'est-ce que experts ça fait que la et, précarité énergétique soit une grande cause ajouter un nationale. peu de communication là-dessus pour que ce soit lisible, quoi. Mm. Alors, si on y arrive, donc maintenant c'est plutôt pour 2021, la grande cause nationale, c'est fondamentalement une campagne de communication. C'est-à-dire que quand on est grande cause, on obtient un label qui nous permet d'avoir gratuitement de l'espace sur tous les médias publics en France, évidemment France Télévisions, Radio France. Donc ça, une première base. Ensuite, il faut quand même trouver un peu d'argent pour produire des outils de communication, etc. Mais ça nous permet de mettre vraiment le sujet sur la table, convaincre des journalistes, leur donner envie d'en parler, etc. Et au-delà, quand on arrive à convaincre le gouvernement de prendre un sujet comme grande cause nationale, je dirais pas que c'est opposable, mais ça nous permet d'aller un peu plus fortement en disant, bah, écoutez, vous en avez fait une grande cause, maintenant il faut mettre des moyens derrière, quoi. Donc c'est aussi un prétexte. Voilà. Mhm. La troisième élément, je pense que c'est l'occasion de créer un Ok. collectif. Bon, là, nous, on a initié un début, mais Donc il y a voilà, Marion justement de qui la permet à Fondation des Abbé acteurs Pierre de qui se demande une connaître mieux, de faire précision ensemble, par d'avoir des rapport à projets ça, c'est que communs. ça, c'est une mise en valeur des actions existantes et pas une communication plus large. Oui, pardon. Alors, il y a une communication. Alors, si je lis bien sa question, c'est par une communication plus large. Voilà. Oui, je pense qu'il y a aujourd'hui besoin de mobiliser plus d'acteurs sur ces sujets, de faire comprendre à des gens. Bon, parce que moi, ça m'a toujours semblé évident ces questions de précarité énergétique, mais bon, sans être acteur comme vous tous au quotidien et en contact avec des précaires, mais depuis longtemps, je me suis occupé de gens en difficulté, et c'est pour moi totalement évident ces questions. Ça ne l'est pas pour plein d'acteurs extérieurs dont on a besoin. Je pense à des gens de la finance, à des opérateurs du bâtiment. Et donc, effectivement, il s'agit d'élargir la communication et effectivement en s'appuyant sur ce qui existe et qui marche, quoi. Enfin, c'est quand même un sujet, enfin, le succès du rappel et même le fait que, je sais plus, il y a 80 et quelques inscrits aujourd'hui, montre que c'est des sujets sur lesquels il y a du monde, il y a des acteurs, il y en a beaucoup. Euh, je pense que si on se coordonne un peu plus, on peut réellement aller plus loin en termes de communication. Et je sais que là, en ce moment, il y a des annonces qui sont faites sur le plan de relance. Et je pense que c'est vraiment le moment de communiquer pour que s'il y a des sous qui sont mis sur le plan de relance, que ce soit évident à Bercy qu'il faut en mettre sur la rénovation, y compris sur le financement du reste à charge. Mais c'est pas gagné a priori, quoi. C'est parce que je pense qu'on va tous appuyer ça. Et c'est pour ça qu'on lance les trophées malgré le contexte, pour montrer que c'est des secteurs aussi Ok. d'innovation, dans lesquels il y a aussi des entreprises, il y a aussi des Alors, je acteurs du relais SS, d'autres que ça crée questions. aussi de l'emploi. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut D'après toi, sensibiliser c'est quoi les Bercy facteurs au fait principaux de frein à la qu'il pousse ce rénovation? projet, qu'il le Est-ce que porte, quoi. c'est le financement, le manque de techniciens et d'ouvriers qualifiés, la compréhension du sujet par les ménages, la complexité des processus d'aide et de pilotage du projet, un marketing de l'urgence? Je lis la question telle qu'elle a été formulée. Alors,
Euh, oui, je crois que justement la difficulté, c'est autant, je commençais par là tout à l'heure, c'est un sujet sur quand on réussit, on peut être gagnant, gagnant, gagnant sur le social, l'environnement, la santé, l'économie, etc. Mais effectivement, la réussite à grande échelle repose sur tous les dimensions que tu as annoncées, quoi. Et la vraie difficulté, c'est de croiser tout ça. Moi, depuis que je travaille un peu plus sur le sujet depuis maintenant on dit 18 mois, je me suis rendu compte qu'en discutant beaucoup avec des acteurs, chacun a un point de vue assez différent sur le fait effectivement que pour certains c'est une question de financement, pour quelqu'un il manque les ensembliers, pour quelqu'un on n'arrive pas à mobiliser tel type de personnes, il manque des artisans. Donc je crois que c'est un peu tout ça. C'est pour ça que il faut un plan Marshall sur la précarité énergétique dans ce pays, parce que il faut changer d'échelle. Mais c'est par l'addition de tout ce qu'on fait aussi qu'on peut montrer que c'est un sujet de société sur lequel on a vraiment tout à gagner. Mais effectivement, si on ne règle pas le problème du financement du reste à charge, notamment pour les grands précaires, ben, je pense qu'on n'y arrivera pas. Si on n'a pas des gens capables d'accompagner dans toutes les organisations, que ce soit les grandes ONG, que ce soit les opérateurs que je citais tout à l'heure, que ce soit les CCS, voilà, on a besoin de compétences, on a besoin de gens extrêmement généralistes, et on a besoin de financer, on a besoin de sensibiliser, on a besoin d'encourager évidemment aux matériaux biosourcés. Et il y a un point qui m'énerve beaucoup, c'est que pour l'instant, on n'a pas le droit de mettre un label bas carbone sur les chantiers de rénovation énergétique, alors que des entreprises compensent aujourd'hui dans différents pays du monde, plantent des arbres et seraient probablement très intéressées à faire que leur budget de compensation carbone de leurs activités permette d'isoler des foyers près de chez eux de précaires et qui en plus favorisent la cohésion sociale, etc. Enfin voilà. Donc il y a vraiment, c'est la vraie difficulté, c'est que chacun d'entre vous probablement a un ou deux points majeurs, mais la vraie question, c'est la maîtrise de la complexité totale qui est effectivement le plus difficile. Et c'est pour ça d'ailleurs que le rappel est aussi important. On voit ça dans la liste de diffusion. Parfois, il y a des demandes hyper pratiques, des fois c'est une compétence, des fois c'est une question de budget, des fois c'est une question de normes. Il y a un vrai besoin d'avoir des moyens beaucoup plus Ok. importants pour Il y que avait une question l'écosystème sur, se sente dans vos mieux et plus de scénarios, moyens est-ce pour que vous travailler. avez Et évalué ça, c'est aussi des compétences le nombre dans tous d'emplois les que ça domaines. pourrait créer pour des personnes notamment non qualifiées? Est-ce que voilà, il y a une approche sur socio-économique sur la lutte contre la précarité énergétique? Non, ça n'a pas été fait malheureusement. Si on veut sortir 1 million de personnes par an, on a besoin de gens de bon niveau, on a besoin de 20 000 personnes, parce que le calcul est très simple. Si on discute avec les opérateurs, ils nous disent, de toute façon, un duo peut gérer 50 familles en développement, 50 familles en travaux. Donc on arrive très très vite aux besoins de 20 000 ensembliers solidaires. Et vraiment, le mot est pas satisfaisant, mais si quelqu'un a une bonne idée, je pense qu'on sera très très preneur. Voilà. Après, il y a un vrai travail à faire par rapport à ça. Effectivement, au niveau des compétences, la CAPEB est très remontée sur certains sujets, mais on peut travailler avec eux. Ça fait partie, nous, des moyens qu'on voudrait trouver. C'est pour vraiment développer. Il y a deux études qui nous semblent extrêmement prioritaires, indépendamment de tout ce qu'on vient de se dire. C'est creuser cette dimension-là, c'est-à-dire qu'est-ce que ça crée comme emploi si vraiment on agit à l'échelle tous ensemble au niveau du pays. Et le deuxième point, c'est combien ça coûte réellement de dépenses qu'on pourrait éviter au niveau de la santé notamment. Il y a quand même ce milliard par an, mais l'étude, bon, moi, je ne suis pas totalement convaincu de sa solidité, qui permettrait aussi d'expliquer à l'État que chaque fois qu'on isole, bien, on gagne aussi aussi sur le coût direct de la santé, indépendamment Ok, des questions de résultats scolaires merci. Il y a aussi une question sur et est-ce aussi d'une que approche le solidaire.
le scénario de la fondation, c'est coordonné ou inspiré avec les propositions du scénario de l'initiative Rénovons? Oui, bien sûr, le Rénovons fait partie des groupes de travail et son coordinateur était présent dans les groupes de travail, a fait des propositions bien évidemment, mais bon, tout ça, encore une fois, on est au début du travail on a posé des choses, je pense que c'est une bonne référence bon, je suis assez satisfait du travail de l'équipe. Maintenant, il faut vraiment creuser tout ça et vraiment aller chercher tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant qu'on peut partager dans cette initiative, ou d'ailleurs aussi de Ok, choses qui aujourd'hui merci. Il y a plusieurs sur questions lesquelles on a envie de travailler dans mais l'initiative, mais on c'est plutôt considère qu'il Marie y et a moi d'autres qui allons acteurs y qui sont répondre à du même de coup le faire. sur Donc, on se pourquoi met, est-ce soutient les que ressources et voilà quoi. l'ADEME, le CLER, le rappel ne font pas partie de l'initiative. En tout cas, leurs logos n'apparaissent pas. Moi, je vais répondre. Alors, je peux pas répondre pour l'ADEME, mais peut-être que Gilles, tu pourras nous dire si tu les as rencontrés. Concernant le rappel, c'est vrai que pour répondre à cette question, le rappel, c'est un projet en fait qui est financé par. On a un comité de pilotage, on a 10 partenaires financiers qui nous accompagnent aussi dans les prises de décision. Et le rappel, c'est aussi, on n'est pas censé prendre position. Enfin voilà, c'est vraiment un projet qui vise à outiller, à vous aider à mieux connaître le phénomène, à faciliter les échanges entre les professionnels. Et donc voilà, c'est pour ça que le rappel n'apparaît pas. Néanmoins, voilà, on organise le webinaire aujourd'hui. On relaiera, on en a parlé avec Gilles, hein, la mise en place des trophées, la remontée des initiatives. Enfin voilà, on a des échanges réguliers. Voilà. Et côté ADEME, évidemment, on discute avec eux, puis nous, c'est un partenaire historique de ce qu'on fait. Dans la mesure où il n'y a pas de financement de l'ADEME sur, pour l'instant, l'opération, l'ADEME ne met pas son logo. Bon, ils soutiennent, on doit en reparler avec toutes les équipes, mais bon, je pense que on va mettre le logo. Moi, je demande même pas à ce qu'ils financent pour mettre le logo, mais eux, ils ont des principes par rapport à ça. Quand ils mettent le logo, c'est qu'ils cofinancent, quoi. Donc, mais bon, voilà, on n'a pas de problème avec eux. Au contraire, je trouve que tout ça a l'air de les intéresser. On doit se revoir avec eux, d'autant que euh, bon, on est soutenu par des ministères, donc bon, voilà. Donc c'est pas un sujet, mais c'est vrai que ça devrait peut-être faut que je les relance là-dessus parce que ça aurait du sens qu'il y ait le logo de l'ADEME aussi à deux côtés. Côté rappel, c'est vrai que n'étant pas une structure, je comprends assez bien que ce soit pas l'objet Hmm. de, Je sais de pas, mettre, Marie, de si mettre le tu veux logo ou parler pas, mais bon, voilà, pour le clair, on la l'a dit, hein, question c'est à quelque chose Oui, travers le d'avancé on n'a dans pas scénario l'opération Rénovons grand-chose d'autre à notamment, d'utilisation des rajouter. logos. Il a été le clair décidé participe, collectivement en interne que ce il serait soutient mon cette collègue initiative. Daniel Dubreuil qui travaille pour le Clair et qui coordonne l'initiative Rénovons qui participerait au comité de pilotage et il le fait très bien au nom de l'initiative Rénovons qui est elle-même une association de structures de nature très diverses, donc ça nous semblait être une bonne manière de participer à l'initiative. Et juste pour compléter sur le rappel, euh, c'est compliqué aussi pour nous, enfin, quand on se positionne ou qu'on dit quelque chose du rappel, il faut effectivement que notre comité pilotage puisse être d'accord, mais aussi quelque part l'ensemble des membres. Et du coup, nous, on a sorti en fin d'année dernière aussi un cahier de propositions qu'on avait élaboré conjointement avec un certain nombre de membres du réseau Rappel qui avaient voulu participer à ce travail-là. Et l'idée, c'était aussi de s'assurer que ce travail-là était valorisé par le réseau Rappel et qu'il n'y ait pas des discours qui partaient, enfin des initiatives ou des scénarios complémentaires ou pas, mais en tout cas qui se compilaient les uns à côté des autres. On avait l'impression que ce serait pas forcément logique euh, de participer à quelque chose en plus de ce scénario-là, ce cahier de propositions qu'on avait élaboré avec les membres du réseau. Donc on a toujours ce souci aussi de faire les choses avec les membres
C'est un peu l'objet même du réseau Rappel, en fait. Pas faire de plaidoyer au niveau national, mais de construire des propositions au niveau local avec les membres. Hmm. Il y avait encore deux dernières questions. Une sur les moyens humains de que vous avez, voilà, en dehors de toi, qui c'est qui est mobilisé pour mettre en place le scénario, la communication. Alors, en termes de structure elle-même, on est trois à travailler dessus. Quelqu'un qui a un profil plus consultant, quelqu'un plus communication. Et après, on a aussi un mécénat de compétences avec l'Agence Verte, qui est une agence de communication très spécialisée sur tous ces sujets, qui est membre fondateur et qui nous met à disposition des moyens, dont une personne à temps complet. Et on a une société de réseaux sociaux qui nous accompagne aussi sur l'ensemble des sujets, qui fait la gestion toute la gestion web en gros, pour faire simple, et avec qui d'ailleurs on a fait deux clips déjà, dont un sur la précarité énergétique, et là c'était totalement en mécénat de compétences. Donc ils ont financé, l'avantage en étant fondation reconnue d'utilité publique, quand on peut faire du mécénat de compétences de façon enfin, relativement simple, disons. Après, ça demande une grande rigueur, évidemment, dans la façon de gérer les choses. C'est d'intérêt général, mais voilà, Ok, on arrive à et faire en petite plus dernière trouver des question, moyens on supplémentaires. arrive à la fin On du discute aussi avec webinaire. d'autres organisations en ce Par moment qui rapport pourraient à nous donner des justement à coups de la main, quoi. crise sanitaire actuelle où toutes les activités sont suspendues et notamment les activités d'accompagnement, de visite à domicile auprès des ménages les plus modestes, des questionnements du coup sur ce qui va se passer derrière en termes de priorité d'action et de budget, notamment au sein des collectivités, des départements. Voilà, est-ce que vous y avez réfléchi? Est-ce que ça va pas être un frein pour à nouveau sensibiliser et mobiliser sur le sujet de la lutte contre la précarité énergétique? Nous, c'est un peu nous, enfin, il y a deux réponses. Il y a un axe, je dirais, national là-dessus, où c'est vraiment le moment d'expliquer à Bercy, mais aussi à d'autres, qu'il n'y aura pas de plan de relance sans un vrai travail sur la rénovation, d'autant que c'est quand même très cohérent avec le Green Deal européen, etc. Et sur le plan des territoires, c'est pour ça qu'on a structuré de cette façon-là les trophées avec ce tour des régions pour que on fasse tout ce travail d'identification, de montage de ces comités locaux, d'organisation de qui seront les partenaires qui recevront les réunions territoriales, comme on l'a fait par exemple avec la métropole de Lille, mais c'était facile parce qu'ils sont membres de notre organisation, pour que dès qu'on sort de tout ça, on programme rapidement ces réunions pour porter des initiatives, montrer qu'il y a des choses qui vont se faire et mobiliser très 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 largement, quoi. Donc ça, c'est tout ce travail doit être fait pendant le confinement. Après, si, comme je l'espère, on recommence à vivre à l'extérieur de nos maisons à partir du 10 mai, je pense qu'on pourra attaquer fin mai, 15 juin. Si tout ça se prolonge, ça va être compliqué pour tout le monde, quoi. Mais on va continuer, hein. Je pense qu'il faut absolument profiter. Là, je pense que psychologiquement, on a eu la semaine dernière, tout le monde essayait de finir ses dossiers. Pour certains, découvraient des outils comme celui qu'on utilise ce matin, passer des heures et des heures en réunion numérique. Cette semaine, les choses commençaient à. On a vu émerger un peu des C'est visions de ça. l'après. Bon, à partir de la Mm. semaine prochaine, il faut vraiment Mm. qu'on prépare à ce qui va se passer après, parce qu'autrement, juste après, on sera tous pris dans des tels flux qu'on n'arrivera plus à prendre la main, tellement on sera pris par le quotidien, quoi. Donc je pense que c'est maintenant qu'il faut qu'on construise. C'est pour ça que je trouve que ce webinar tombe hyper bien si certains d'entre vous s'intéressent à cette initiative.
Dites-nous, moi je peux être le relais à tel endroit, moi ça m'intéresse, je peux participer, je suis prêt à relire des choses, parce que et sur les histoires du logo, autant avec l'ADEME a des principes, etc. Mais moi je cherche pas à avoir des logos de sponsoring, quoi. Si vous voulez qu'on mette le logo de votre département, d'acteurs, etc., on y va. L'idée, c'est de montrer qu'on est nombreux et qu'on a besoin de moyens et qu'on peut vraiment être un accélérateur parce que c'est effectivement, les précaires souffrent d'autant plus en ce moment de leurs conditions de vie parce qu'ils sont scotchés chez eux comme nous toute la journée et qu'il faut que derrière ça avance Mm. rapidement parce que Ok, on n'est merci, pas Effectivement, super. Il merci est voilà, midi oui. En pile. plus Je vais laisser avec les Marie victimes conclure. d'avoir suivi ce des webinaire impacts aujourd'hui. Et sanitaires merci beaucoup, Gilles. plus importants que le coronavirus, quoi. Évidemment, le réseau Rappel vous relaiera les suites réservées à cette initiative et notamment les trophées parce que ça a l'air d'avoir éveillé l'intérêt d'un certain nombre d'entre Merci vous. à vous Donc tous. voilà, on prendra garde à bien vous relayer ces différentes étapes. Que dire d'autre à part vous souhaiter bon courage pour la suite et vous annoncer qu'on réorganisera un webinaire le 20 avril prochain, normalement, qui permettra à la Fondation Abbé Pierre de présenter son rapport mal logement, celui qui a été présenté le 1er février. On leur a demandé si jamais ils voulaient bien nous faire une petite présentation webinaire des principales conclusions de ce rapport, notamment en lien avec la lutte contre la précarité énergétique. Donc voilà, on vous y attend nombreux également. Et puis d'ici là, on vous souhaite plein de courage et puis faites bien attention à vous. Voilà. À bientôt tout le monde, bonne fin de journée.